quand j'ai voulu dire aux boulangers, on va diminuer progressivement et habituer la population à manger de moins en moins du pain de moins en moins salé, on m'avait dit mais c'est pas possible, etc. Alors voilà, effectivement, j'ai été rapporteur d'une commission d'enquête. C'était une alimentation saine et ses conséquences sur les maladies chroniques, entre autres. Plus, ce qu'on avait dit, c'est que quand on faisait cette commission d'enquête, je l'ai faite avec un député d'un autre groupe politique du mien qui était Loïc Prudhomme. Et on était d'accord sur les constats pour faire cette commission d'enquête. On avait dit qu'on allait ensuite faire un suivi de cette commission d'enquête. Et là, effectivement, après, je me suis retrouvée un petit peu seule pour le faire parce qu'un an plus tard, c'est vrai qu'on avait dit qu'on allait voir un peu comment les choses avaient évolué. C'était pour nous permettre de voir, en fonction des propositions qu'on avait faites, les choses qui avaient évolué. Et après, j'ai fait aussi donc un rapport sur les additifs nitrés dans la charcuterie, et d'où la loi avec Richard Ramos et Barbara Bessot-Ballot. On est tous les trois auteurs de cette loi sur justement la diminution des additifs nitrés jusqu'à leur suppression d'ici un délai. Et évidemment, le fait de faire ces commissions d'enquête et de vouloir tenter d'imposer au niveau politique des mesures, eh bien, c'est le parcours un petit peu du combattant. C'est vrai que c'est assez compliqué. On a déjà, d'une part, quand on fait les commissions d'enquête, on a effectivement le retour des industriels qui n'est pas toujours facile, puisque forcément, chacun défend son trait, et en disant qu'on voulait faire du moins sucré, moins salé, moins gras. C'était donc la thématique principale de ce rapport. Donc là, on a été confronté à beaucoup d'oppositions. Et ce n'était pas très simple. Alors les oppositions, elles venaient des industriels. Après, les oppositions, elles viennent aussi, il faut l'avouer, des administrations et bien sûr des ministères. Et aussi, aussi le grand frein qui est au-dessus encore, c'est l'Europe. Donc voilà, alors vous voyez, quand on a un spectre qui est comme celui-là, évidemment, ce n'est pas toujours facile d'avancer. Et à chaque fois que vous voulez avancer, il faut vous assurer que vous pouvez espérer trouver un chemin pour pouvoir faire votre loi. Alors, il faut savoir qu'on ne peut jamais faire une loi en étant précis. À chaque fois qu'on veut faire une loi, il faut toujours dire, voilà, je veux diminuer le taux de sucre, de sel et de gras dans les aliments, dans une catégorie d'aliments, et après, par réglementation, on va affiner cette loi. Mais d'emblée, on ne peut pas mettre la totalité dans une loi, ça, c'est pas possible. Et d'ailleurs, heureusement, parce que la loi est toujours plus difficile à modifier derrière, alors qu'un décret, un règlement est beaucoup plus facile à modifier en fonction aussi des nouvelles connaissances qu'on a entre-temps. Mais c'est ce qui a été fait notamment dans la boulangerie. Vous aviez donné un objectif de réduction du sel. Alors, il faut savoir qu'effectivement, voilà, c'est exactement, il y a 18 grammes de sel dans le pain. Il faut savoir que notre rapport en sel, en fait, en général, pour les Français, est à 30%, la surdose est sur 30% due à notre consommation de pain. Et alors, si jamais vous avez, par exemple, vous voulez manger un sandwich beurre, emmental et puis jambon le midi avec du pain, eh bien, en fait, là, avec la somme de tout ça, vous explosez déjà votre rapport en sel de la journée. Donc, c'est vrai qu'on avait dit qu'il fallait le faire. Alors, il faut savoir que dans les professions, chez beaucoup d'industriels, vous avez les usages. Et dans le code des usages, il faut savoir que le code des usages, c'est quelque chose aussi qui est utilisé, qui n'est pas très transparent, mais qui permet donc à ces industriels-là d'avancer. Et dans le code des usages, c'était déjà dit qu'on devait faire 18 grammes de sel par kilo de farine, mais évidemment, on s'est rendu compte que le pain, qui pourrait être un aliment normalement uniquement composé de farine, d'eau, de sel et de levure, eh bien maintenant les boulangers, qu'est-ce qui se passe ? On leur livre des mixtes, ce qu'on appelle. Et dans ces mixtes, eh bien, on en revient au problème de la transparence, c'est-à-dire qu'on ne sait absolument pas ce qu'il y a dedans. Donc en fait, il peut déjà y avoir du sel, il peut déjà y avoir des produits transformés, déjà des additifs, etc. Et le boulanger, quand il va faire son pain, il va se dire, bah, super, j'utilise ma farine, je fais comme d'habitude, je remets mes grammes de sel, et puis en fait on se retrouve avec des taux de sel qui peuvent être élevés. Alors quand j'ai voulu dire aux boulangers on va diminuer progressivement et habituer la population à manger de moins en moins du pain de moins en moins salé, on m'avait dit mais c'est pas possible, etc. Et en fait on a fait des expériences chez des meuniers.
on a commencé avec, je leur ai dit déjà entre eux, vous allez faire avec 18 grammes, on est descendu à 16 grammes, et puis après, au bout d'un certain temps, on s'habitue progressivement. Puis il me dit, mais ça se fait très bien. Je dis, oui, bien sûr. Je dis, quand vous voulez arrêter de boire du café sucré, vous le faites progressivement, puis à un moment donné, vous allez y arriver. Puis après, quand il va être sucré, vous allez le trouver trop sucré. Donc en fait, tout est aussi des histoires d'habitude, et qu'il fallait qu'on emmène la population à ça. Donc c'est pour ça, à chaque fois qu'on voulait faire une réglementation, on s'était dit, il va falloir qu'on mette des paliers pour que ce soit acceptable par rapport à la population, parce que du jour au lendemain, on ne peut pas le permettre. À la fois pour les industriels et pour les consommateurs, oui, pour aller dans les deux sens. En fait, on est habitué, beaucoup trop de personnes sont habituées à manger trop sucré, trop salé. Et en fait, ces habitudes-là, il faut qu'on arrive à les réduire drastiquement pour améliorer la santé. Et ça, c'est fondamental. Et pour ça, effectivement, il faut demander aux industriels qu'ils en mettent de moins en moins et qu'on arrive à réduire sérieusement. Donc ta recommandation pour faire évoluer les choses, on parlait d'un dispositif législatif. S'il doit être mis en place, il doit traiter le sujet plutôt sur un objectif de réduction. Ça pourrait être par exemple objectif de suppression à terme des ingrédients ultra transformés Nova 4. Je lance une... et donner un délai suffisant pour que ça se passe. Est-ce que ça, c'est législativement, politiquement portable ? Ça pourrait être portable parce qu'il faut apporter... vous savez, on ne peut pas faire du jour au lendemain. Il faut évidemment passer par des étapes. Et même moi, je me suis même rendu compte avec mon rapport sur l'alimentation saine. C'est dans mon rapport de suivi que je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur. Dans les additifs, dans les 385, je sais plus, 368, je sais plus, additifs qui sont autorisés par l'EFSA, l'organisme européen de l'agence de sécurité alimentaire, de la sécurité alimentaire, c'est pas de la nutrition, on parle bien de sécurité alimentaire. Tous ces additifs-là, ils sont autorisés, et dans les additifs autorisés, il y en a 48 qui sont pour le bio. Dans le bio, on a le droit d'utiliser 48 additifs. Dans ma loi, je m'étais dit, allez, super, je dis aux industriels, on a le droit d'utiliser les additifs bio, mais pas les autres. C'est pas mal. Ce qui aurait pu être bien. C'est vrai, hein. Je continue. Donc, le rapport sort, je fais cette préconisation-là, je fais mon rapport de suivi, sauf que, entre-temps, on avait dit à l'EFSA, l'EFSA devait évidemment vérifier ces additifs, et d'ailleurs, il y en a eu qui ont été retirés du marché parce qu'ils étaient mauvais, d'autres, leur a demandé de diminuer les dosages, et dans ces additifs-là, en fait, on s'est rendu compte que dans le bio, il y avait des additifs qui n'étaient pas bons. Je me suis dit, heureusement qu'on n'a pas fait de loi en disant ça, parce qu'en fait, on se trompait. Alors, je pense qu'on s'est dit après, ce qui aurait été à suggérer, c'était de diminuer les additifs en disant, on en prend, si un industriel veut les utiliser, il en prend un dans chaque catégorie. C'est-à-dire qu'il y en a un qui peut être pour les conservateurs, il y en a un qui pourrait être pour un émulsifiant, pour un autre aspect. C'est quoi, c'est les listes positives ? Mais pas dépasser un certain nombre d'additifs. Ah non, c'est des seuils, d'accord. Okay. Voilà. Donc en fait, on s'était dit, parce qu'on a analysé une pizza pendant notre audition, et on a retrouvé jusqu'à 30 additifs. Donc vous imaginez bien que quand vous mangez cela, c'est quand même pas forcément très, très bon à la santé. Et ce qui se passe, c'est que les additifs, en fait, vous cachent des aliments de base de pas très belle qualité. On camoufle à ce moment-là des qualités nutritionnelles moindres. Et si on veut réduire les aliments ultra transformés, si on veut enlever un maximum d'additifs, il faut bien se dire que notre agriculture doit être capable de nous refournir des aliments de bonne qualité. Il n'y a que comme cela qu'on peut qu'on peut produire quelque chose qui est du goût déjà, qui nous donne envie de remanger. On en parlait tout à l'heure avec quelqu'un à la pause. Évidemment, le plaisir de manger doit rester. En France, on a le plaisir de manger. On mange encore à table. On fait partie des pays où on mange encore en famille, au moins encore de temps en temps, régulièrement, par rapport à certains où c'est complètement abandonné. Et on doit continuer à garder ce moment privilégié et qui soit un moment de partage et avec de bons ingrédients. Bon, alors à mon tour, je mets les pieds dans le plat. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, les acteurs qui sont représentés ici, qui représentent la diversité de la chaîne agroalimentaire, pour vous aider, vous, les politiques, à avancer plus vite sur ce sujet réglementaire ? Alors, on se rend compte souvent que ça se mord toujours un peu la queue, hein, on est d'accord, hein, parce que c'est pas toujours facile. J'entendais beaucoup, il faut que les politiques nous disent, il faut qu'ils nous fassent. Et en fait, nous les politiques, on a du mal à faire si la société n'est pas demandeuse.
Alors, j'ai entendu ça pour les consommateurs tout à l'heure. Alors, il y a un point de bascule à trouver. Il y a souvent un point de bascule à trouver. Et on l'a déjà fait. Quand on arrive parfois on arrive à bouger des montagnes, parce que en fait les gens, quand la population nous dit voilà, nous on en a marre, on veut manger des produits beaucoup plus sains, on veut que ce soit fait comme ça. Et je pense que s'il y a une grosse demande sociétale et que ça remonte vraiment, c'est à ce moment-là que ça pourra nous aider à le faire. Quand on est dans l'hémicycle et que vous voulez défendre quelque chose comme les additifs nitrés, interdire les additifs nitrés dans la charcuterie. Je peux vous dire, on a reçu jusqu'à des menaces même de mort, etc. Parce que c'était compliqué, parce qu'il y avait des députés, même certains, qui nous disaient « Oui, mais tu te rends pas compte, moi, dans ma circo, j'ai des industriels, ils font de la charcuterie, si je fais ça, moi, après, je serai pas réélu, etc. » Je livre tel, je suis plus député, hein, en plus, je vous fais ça en toute transparence, quoi que ce soit. Il y a pas de... Et puis en même temps, voilà, quand on veut défendre quelque chose, on le fait, on peut bien le faire jusqu'au bout. Et donc, à chaque fois, c'est assez compliqué. Et ces gens-là, il faut vraiment leur faire confiance. Il faut leur dire, écoutez, même si tu es industriel, il faut qu'on accompagne. En fait, il y a les industriels, vous en avez connu, et on en connaît beaucoup. Les industriels, même quand on a commencé à mettre le Nutri-Score, il y a les industriels, certes, et en fait, ils ont changé quand même leurs recettes dans leurs produits. Ils se sont améliorés. Et ça, c'est formidable. Et là, je crois qu'il faut leur donner des moyens, il faut leur donner aussi du temps, et il faut permettre surtout donner des moyens à la recherche publique pour qu'on puisse aussi trouver des solutions pour que les industriels puissent les approprier. Parce que quand un industriel trouve une solution pour trouver, par exemple, pour éviter pour faire du jambon blanc sans additifs nitrés, bien évidemment, il a mis beaucoup de moyens pour le faire. Et quand il a la solution, quand il vend ses produits, ce qui est normal, c'est pour lui, c'est ses gains, c'est ce qui est logique. Mais il faudrait peut-être trouver une solution pour qu'au bout d'un moment, eh bien, en fait, ces procédés doivent être mis à disposition d'autres industriels qui ont moins les moyens, pour qu'ils puissent eux aussi peut-être s'approprier ces techniques pour les mettre en place dans leurs entreprises. Ça pourrait être des solutions, mais il faut bien sûr soutenir la recherche et les industriels. Je ne sais pas s'il l'entendra, mais ça plairait sans doute à Jean-David Zetoun, ce que tu viens de dire. J'ai oublié ce que je voulais dire, pardon. Pourquoi ça lui plairait ouais. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra. Juste, ça a été dit par plusieurs d'entre vous. Moi, à la fois, ça me désole. Et en même temps, quand je vous entends, je me dis, mais en fait, vous avez tous les solutions entre les mains. Vous avez tous dit, c'est compliqué. Vous avez tous commencé comme ça. Hein. Et après, surtout sur la deuxième table ronde, vous avez tous dit, on a trouvé des solutions. Mais on a un peu du mal à les vendre, enfin, ou en tout cas les expliquer de manière suffisamment simple auprès des consommateurs. Ouais. Je pense que cette voie-là, en fait, des gens qui bougent et qui font et qui trouvent des solutions, c'est ce qu'on essaie de faire nous, c'est de lui donner de la consistance pour la porter ensuite auprès de personnalités politiques qui elles-mêmes vont pouvoir être rassurés par le fait qu'ils ne sont pas tout seuls et avoir le courage à leur tour de bouger. Je pense que c'est ce billard à trois bandes qu'il faut réussir à faire, et c'est ce que nous on essaye de faire. Et bon, moi j'ai plein de potes qui bossent dans le lobbying de l'autre côté et je vois les techniques et effectivement ça marche bien dans l'autre sens. Donc il faut, comment dirais-je, faut pas qu'on soit faut qu'on soit au moins aussi con qu'eux. Faut parler fort. Utiliser les mêmes armes, mais en faisant valoir les savoir-faire que vous avez, les initiatives que vous prenez, et en créant ce mycélium dont parlait Julia. Je pense que là, il y a quelque chose. Et voilà, on est dans une société hétérogène avec beaucoup de polarisation, mais néanmoins, des prises de conscience, elles sont trans-métiers. Et si on arrive à cristalliser ces différentes aspirations, y compris au niveau politique, je pense qu'il y a des choses... Enfin, nous, on a déjà eu des succès par rapport à ça.
Et c'est le message d'optimisme peut-être sur lequel on va finir, sauf si tu veux rajouter quelque chose. En fait, c'est vrai. Tout à l'heure, je vous parlais faut une demande sociétale qui soit forte. Et puis, tout à l'heure, on a parlé de communication. Et je vous rejoins complètement quand on voit les publicités pour les enfants aux heures d'écoute sur des produits mauvais. Même si on a fait des choses déjà dans les chaînes publiques. Alors, on s'est dit, voilà, au moment de grande écoute des enfants, la publicité sur les produits ultra transformés est interdite, etc. Donc, ça dure qu'un temps. Et puis après, s'ils vont sur Internet, il y a autre chose, il y a des accès. Alors, on en parlait tout à l'heure. Évidemment, il faudrait supprimer tous ces accès. Il faudrait presque interdire toutes ces publicités-là. Mais bon, bien sûr, on se confronte au problème des industriels avec la libre circulation des marchandises, avec des réglementations européennes qui ne sont pas liées avec la France. Et donc, à chaque fois qu'on se met en contradiction avec l'Europe, eh bien, à chaque fois, on nous dit bing, on va vous pénaliser. On a vu à quel point, bien souvent, ça, c'est toujours des mesures qui sont très, très compliquées à mettre en place. Ce que je voulais dire, c'est que dans le programme national de santé, dans le 4e, le dernier qui est là, c'est la première fois où, en plus de parler de la sécurité alimentaire, parce que la sécurité alimentaire a été, à un moment donné, l'axe majeur. Et pour parler de sécurité alimentaire, on a mis un tas de conservateurs, on a mis plein de choses pour s'assurer qu'en fait, on n'ait plus de problèmes, évidemment, tous les scandales qu'on a pu voir. On a tellement mis cette sécurité alimentaire en place qu'on en a oublié les qualités nutritionnelles. Et c'est dans le dernier programme de santé qu'on a enfin dit que les qualités nutritionnelles étaient un pilier des qualités sécuritaire. Et je crois qu'il faut vraiment il faut s'en imprégner et de se dire que la qualité nutritionnelle des aliments, elle est fondamentale. J'ai 2 secondes. Parce que je regardais avant de venir, je me suis dit, on parle de nutrition. Mais vous savez quels sont les 4 rôles de la nutrition pour notre corps? Hein, c'est pas... Hein? On a l'énergie, ça nous permet de croître, ça nous permet de réparer notre corps, de nos cicatrisations, et l'autre, ça nous permet de lutter contre les maladies. Voilà les 4 rôles de la nutrition. S'il n'y a pas de nutrition dans nos aliments, eh bien en fait, on ne remplit pas notre rôle, et à partir de là, on peut faire tout ce qu'on veut. On aura forcément une santé qui ne sera pas forcément des meilleures. Et je pense aussi que il y a aussi autre chose. Je pense que je suis un peu longue là-dessus, mais c'est parce que c'est vrai que je suis en fait je suis une fille de plusieurs par ici. Je suis très passionnée. Je suis une fille et une sœur d'éleveurs agricoles en élevage, voilà, de charolais et de moutons. Donc je suis née dans une ferme, etc. Donc c'est des choses qui me tiennent. C'est que en même temps, on n'a plus de rapport avec la terre. C'est-à-dire que nos enfants, tout ça, plus personne ne sait comment pousse une carotte, etc. Enfin, pas plus personne, il y en a quand même quelques-uns qui savent. Avant, il y avait tellement d'agriculteurs qu'on avait forcément un grand-père, etc., que les enfants y allaient, on allait jouer. Moi, mes enfants, ils savent ce que c'est que de véler une vache, que d'aller voir des moutons, de faire des moutons, etc. On sait comment ça fonctionne. Mais aujourd'hui, on est de moins en moins nombreux à avoir accès à cette terre, à toucher cette terre, à la voir produire. Et je pense que ça nous manque fondamentalement. Alors, quand on parle d'alimentation, quand on parle de carottes, quand on parle de choux, il y en a qui ne savent pas comment ça pousse, etc. Donc, c'est vrai qu'on a perdu ce lien. Donc là, l'éducation pour ramener alors on parle de naturalité, mais je pense que les enfants, il faut qu'ils apprennent ce que c'est, comment poussent les aliments, comment vivent les bêtes et comment on fait. Et à partir de là, on pourra leur parler des nouveaux produits, des produits qu'on fait, même s'ils sont transformés qui est encore un bon terme, avec des industriels et faits de bonnes conditions.